Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'écouter cette vidéo. Donc, nous allons continuer notre cours d'économie. Je suis désolé pour le retard. Je comptais faire au moins une vidéo par semaine, mais pour des raisons particulières, en fait, j'ai été très chargé ces 2 dernières semaines, disons. Voilà, donc je n'ai pas eu la possibilité de continuer ou de faire quelques vidéos. Voilà, là, j'espère que cette vidéo va vous permettre à peu près de comprendre un peu ce que nous avons discuté la dernière fois, notamment sur le PIB. Donc, rappelez-vous, on a parlé du produit intérieur brut, le revenu d'un pays, en fait, ou ce qui est produit dans un pays au cours d'une période donnée. On avait donné l'exemple de la Guinée, on avait vu quelques chiffres et puis on a vu comment le PIB a évolué. Et en général, si nous comparons ce PIB-là par rapport aux pays frontaliers comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., on voit quand même que c'est des pays qui ont des PIB assez élevés par rapport aux nôtres. Voilà, donc il y a des chiffres qui sont disponibles également pour ces pays-là. Mais on le verra un peu plus tard quand nous avancerons dans les concepts. Donc, nous verrons des cas particuliers. Nous allons analyser les économies de la sous-région, justement, parce que l'objectif ici, c'est de voir en fait comment, en général, la Guinée, mais pas seulement la Guinée, l'économie guinéenne évolue, mais surtout comment l'économie de la sous-région aussi évolue, parce qu'il y a une interconnexion qui se fait ou qui est là. Donc, comprendre un problème dans un pays peut permettre de résoudre d'autres problèmes dans certains, ou comprendre un succès dans un peut permettre de résoudre d'autres problèmes dans l'autre. Donc, de ce fait, nous verrons justement que voilà, avec une petite étude comparative de 3 4 pays frontaliers à la Guinée, cela va nous donner à peu près une idée un peu globale. Voilà. Mais sans plus tarder, donc nous allons continuer justement sur cette notion de PIB là. Rappelez-vous, on l'a défini, donc on a dit voilà, c'est le revenu du pays en quelque sorte, ce qui a été produit au cours d'une période donnée par le pays ou par la population. Et on avait vu qu'il y avait 3 méthodes. Il y avait la méthode de la demande, la méthode de la valeur ajoutée et la méthode des revenus. Donc nous l'avons calculé. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple assez pratique aujourd'hui afin de vous permettre de voir justement comment le PIB peut se calculer par rapport à ces 3 méthodes. Pour cela, je reviendrai à mon exemple, rappelez-vous, du pain, parce que c'est un exemple que je trouve un peu frappant et très parlant à tout le monde. Voilà. Donc, imaginez que le bien, en général, c'est du pain. Mais pour cela, il faut essayer de voir, parce que le pain est produit dans le pays, quels sont les processus, en fait, de production de pain. Voilà. Donc, pour cela, on va commencer par l'agriculteur. Voilà. Donc, on va supposer que nous avons 3 acteurs ici, ou un peu plus, ou 4, dépendamment des hypothèses que nous ferons. Donc, on a un agriculteur, en fait, qui produit du blé. Imaginons que la farine ou le pain est produit à base de farine, de blé. Voilà, on peut avoir 2 types de farine aussi. Mais pour faire simple, imaginons que c'est fait à base de farine de blé. Voilà. Donc, nous avons un agriculteur ici. Lui, il va produire, en fait, le blé. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le meunier qui va transformer le blé en farine. Donc ça, c'est le deuxième acteur. Et nous avons un troisième acteur ici qui est le boulanger. Le boulanger, lui, qui va transformer la farine en pain. Et le quatrième acteur, c'est les consommateurs, vous et moi. Ok. Donc, ça, c'est notre économie. Donc, maintenant, vous pouvez remplacer le pain par tout autre type de bien. Ok. Donc, la première chose, c'est de voir qui sont les acteurs. Et la deuxième, c'est de voir comment ces acteurs-là échangent, comment ils se connectent justement l'un et l'autre pour produire ce qui est consommé dans le pays, ce qu'on va voir en général comme PIB. Ok. Voilà. Donc, l'agriculteur, lui, on va supposer que voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il a des terres qu'il a héritées, qu'il n'a pas besoin peut-être d'acheter, etc. Mais pour cela, il a besoin des engrais. Donc, il a besoin des engrais donc pour fertiliser ces terres. Ça peut être des engrais naturels, mais il faut les acheter, par exemple. Ok. Donc,
Donc, il achète des engrais pour produire sa culture de blé. Okay. Donc, il produit du blé. Le blé ici, rappelez-vous, pour l'agriculteur, en fait, c'est un produit qui est produit par l'agriculteur, le blé, mais il utilise des engrais. Rappelez-vous, on avait défini plusieurs types de biens. Il y avait des biens finaux, il y avait des biens intermédiaires. Okay. Et je vous avais dit que les biens finaux, ce sont des biens qui sont achetés uniquement par le consommateur ou les consommateurs. Ce sont des biens qui sont destinés pour la consommation finale. Okay. Et nous avons les biens dits intermédiaires, c'est des biens qui sont utilisés dans la production du bien final, en fait, qui est vendu. Okay. Donc, nous avons ici les engrais qui sont utilisés pour faire du blé. Okay. Donc, les engrais, en quelque sorte, est un bien intermédiaire, okay, et donc pour produire le blé. Okay. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir le meunier, lui, il va acheter le blé qui a été produit par l'agriculteur pour faire de la farine. Okay. Donc lui, il a aussi, il achète le blé, justement, le blé devient un bien intermédiaire aussi, parce que ça lui permet de faire de la farine. Donc le bien qui était produit par l'agriculteur au début devient un bien intermédiaire pour le meunier pour faire de la farine. Okay. Maintenant, la farine, elle peut être soit finale, soit intermédiaire aussi, parce que si les consommateurs l'achètent tout de suite comme tel, dans ce cas-là, c'est un bien final, parce que c'est acheté pour la consommation finale. Mais si cette farine-là est rachetée par les boulangeries ou par les boulangers, dans ce cas-là, ça devient bien intermédiaire. Donc, du coup, vous avez les boulangeries ou les boulangers aussi qui achètent la farine pour produire du pain. Donc, le pain ici, en fait, c'est le bien final parce que c'est le bien que vous et moi ou tout le monde achète. OK? Donc, voilà. Maintenant, pour ce faire, on va supposer aussi que les agriculteurs également, ils ont des personnes qui les aident, des salariés. Donc, ils ont des salariés. Et bien, en même temps aussi, ils peuvent se verser des profits parce qu'ils sont propriétaires de leur compagnie. Donc, quand ils vont vendre leur blé, et ben, ils vont voir, voilà, combien ça leur a coûté en engrais, etc., etc. Et ben, ils vont reverser les salaires aux personnes qui les ont aidés à produire du blé. Et après, ils vont se reverser des profits parce qu'ils sont propriétaires de leur entreprise. Okay. Donc, on peut faire la même hypothèse aussi pour le meunier. Voilà, il a des salariés qui travaillent avec lui ou avec elle, une meunière si vous voulez. Et dans ce cas-là, c'est la même situation aussi. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ces salariés-là doivent être rémunérés à la fin du mois. Et ben, également aussi, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Ben, il peut se reverser des profits. Ça dépend, toujours. Okay? Parfois, on verse les salaires et prennent le reste. Okay? Et maintenant, on prend le boulanger, c'est la même chose. Donc, le boulanger ou les boulangeries aussi, ben, dans ce cas-là, ils ont des salariés aussi qui les aident. Et après, ils peuvent se reverser ou pas des profits, dépendamment de l'argent qu'ils ont fait. Dans ce cas-là, vous avez vu, on a fait une simplification de l'économie. Donc, vous prenez le pain est produit de cette manière-là. Vous avez une chaîne qui partait de l'agriculteur, qui est venu au meunier, de la boulangerie, et après, c'est venu au consommateur. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, tous les types de biens peuvent être classifiés dans ce processus-là. Maintenant, si, imaginons qu'on fixe des nombres, ou on donne des nombres dans ce type de problème, le prix des engrais, le prix du blé, le prix de la farine, le prix du pain, les salaires payés par l'agriculteur, les profits versés, de la même manière les salaires et profits versés par le meunier, les salaires et profits versés par les boulangers. On nous demande de calculer le PIB du pays. Okay? Pour faire simple, on a supposé qu'on a un seul bien qui est consommé pour faire simple, mais ça marche exactement de la même manière. Donc, on peut agréger par la suite pour avoir la quantité totale produite de pain ou la quantité totale produite de biens dans l'économie. Okay? Donc, la première chose dans ce type de problème-là, c'est de se dire, voilà, donc, rappelez-vous qu'il y avait 3 méthodes pour calculer le PIB. Donc, la première, c'était la méthode de la demande. La demande, vous vous rappelez de la définition, donc c'est tout ce qui est demandé, mais demandé par les consommateurs. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre la valeur de tous les biens qui sont dits finaux, ok, dans l'économie. Quelle est la valeur dans ce cas-là? Eh bien, je vous ai dit justement, si la farine n'est pas achetée par les consommateurs, ce n'est pas un bien final. C'est juste un bien intermédiaire parce qu'il sert à produire, pardon, elle sert à produire du pain. Okay? Mais dans notre problème ici, on va faire simple. On va supposer que
les consommateurs n'achètent pas de la farine pour faire leur pain à la maison, donc il faut qu'il aille dans une boulangerie. Okay? Donc le seul bien final qu'on a dans notre économie, ça va être du pain. Maintenant, le PIB, par cette approche-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut voir la valeur de tous les pains qui sont produits au cours d'une période. C'est ça le PIB. Okay? Ça, c'est la première technique. Okay? Donc, pour connaître le PIB en Guinée, si nous prenons l'exemple que le pain est un bien qui est produit en Guinée, ou d'autres biens, eh bien dans ce cas-là, il faut prendre la valeur de tous les pains qui sont produits, 1000 francs. Si on a produit 1 million de pains, et bien dans ce cas-là, c'est les 1 million multiplié par 1000 francs. Ok? Donc voilà, ça va faire 1 milliard. Ok? Donc ça, c'est 1 milliard de francs guinéens, par exemple. Ok? Donc le PIB de la Guinée, dans ce cas-là, va être 1 milliard. Ok? Si on a produit 2 millions de pains, et bien ça va être 2 milliards. Ok? Si on a produit 20 millions de pains qui coûtent, dont la baguette coûte ou le pain coûte 1000 francs, et bien dans ce cas-là, ça va être 20 milliards, etc., etc. Okay. Maintenant, vous pouvez agréger ça à tous les biens qui sont produits. Okay. Mais rappelez-vous ici, par rapport à la demande, on ne doit prendre que la valeur des biens qui sont dits finaux, c'est-à-dire des biens qui sont achetés par les consommateurs, qui sont destinés à la consommation finale. Okay. La deuxième approche, elle nous dit que c'est la valeur ajoutée. Okay. Mais rappelez-vous, on avait parlé un peu de la valeur ajoutée. On a dit qu'on ajoute de la valeur. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on produit. Mais pour produire cette chose-là, il faut quelque chose d'autre. Parce qu'on rajoute de la valeur au produit, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, il faut voir l'agriculteur. Quelle est sa valeur ajoutée? C'est ce qu'il a produit, le blé, moins la consommation en biens intermédiaires. Donc, c'est les engrais. Donc, l'argent qu'il obtient en vendant le blé, moins les coûts que ça lui a coûté en termes de biens intermédiaires. Ça, c'est la valeur ajoutée de l'agriculteur. Okay. On peut faire la même chose aussi pour le meunier. Sa valeur ajoutée, c'est sa valeur produite de farine, moins le coût en blé, parce que le blé devient un bien intermédiaire aussi. Okay. Donc ça aussi, cette valeur-là, excusez-moi, c'est la valeur ajoutée pour le meunier. C'est la même chose aussi pour le boulanger. Le boulanger aussi, il produit du pain ou des pains. Donc c'est la valeur de tous ces pains moins l'argent qu'il a déboursé pour acheter de la farine. Okay? Cette valeur-là aussi dans la valeur ajoutée du boulanger. Donc tous ces trois acteurs-là ont des valeurs ajoutées. C'est pourquoi je vous disais que la méthode de la valeur ajoutée en général se focalise plus généralement sur les entreprises, sur les compagnies, parce que c'est elles qui ajoutent de la valeur au produit. Okay? Je vous avais donné l'exemple de la bauxite que nous exportons en Guinée sans la transformer en valeur ajoutée. Nous prenons la bauxite, nous l'exportons à l'étranger. À l'étranger, ils transforment la bauxite en valeur ajoutée et puis après qu'ils nous revendent, etc. Et donc, c'est pourquoi je vous disais qu'il faudrait, pour augmenter notre PIB, il faudrait créer de la valeur ajoutée. Dans ce cas-là, il faut transformer les produits, ne pas seulement exporter les biens intermédiaires ou les matières premières, mais il faut utiliser la matière première ou les matières premières pour fabriquer des biens qui vont être revendus à la population. Dans ce cas-là, on peut augmenter notre valeur ajoutée parce que ça nous coûte moins cher d'acheter des biens intermédiaires localement. Okay? Donc ça, c'est l'exemple. Donc si vous prenez maintenant la valeur ajoutée de l'agriculteur, plus la valeur ajoutée du meunier, plus la valeur ajoutée du boulanger, dans ce cas, vous avez le PIB par la valeur ajoutée. Okay? Donc ça, c'était la deuxième méthode ou c'est la deuxième méthode. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que la première méthode qui nous disait que c'est la valeur de tous les biens finaux, c'est-à-dire la valeur de tous les pains qui sont produits chez nous au cours d'une période, doit être égale aussi à celle de la méthode de la valeur ajoutée. Okay? Normalement, si tout marche très bien. Okay? Et finalement, la dernière méthode, c'est la méthode des revenus, comme son nom l'indique. Donc, il faut prendre les salaires, c'est-à-dire quels sont les salaires qui sont versés par l'agriculteur, plus les salaires versés par le meunier, c'est-à-dire qui produit du blé, plus les salaires, qui produit de la farine, le meunier, plus les salaires versés par le boulanger, okay, qui produit du pain. Parce qu'ils sont tous des salariés. Et même si c'est vous-même, parfois vous vous payez, même si vous n'avez pas de salarié. Okay? Donc, dans ce cas-là, on prend les salaires qui sont versés aux salariés, plus aussi parce qu'il faut voir si on verse des profits. Parce que
quand vous avez votre propre compagnie, vous avez versé des salaires, vous avez dépensé, entre guillemets, vous avez fait des bénéfices, en fait, des profits, c'est-à-dire les revenus moins les coûts, il vous est resté de l'argent, vous pouvez vous reverser des profits. Okay? Et donc, si on prend la somme des salaires qui sont versés aux salariés ou aux travailleurs, plus les profits qui sont versés aux propriétaires d'entreprises, entre guillemets, on les appelle les capitalistes, mais ce n'est pas un terme péjoratif ici, donc parce qu'ils produisent, ils ont le capital en fait. Et ben dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle le PIB par les revenus. Okay? Encore une fois, toutes ces trois méthodes-là doivent nous donner les mêmes calculs. Okay? Il ne doit pas y avoir de différence en fait. Okay? C'est pourquoi je vous disais, ça dépend du pays dans lequel on vit. Si on a des entreprises, on a facilement des données de valeur ajoutée de compagnie. Dans ce cas-là, on peut facilement calculer notre PIB. Mais si aussi on a la consommation, c'est-à-dire les biens qui sont achetés par la consommation pour la consommation finale par la population, et bien dans ce cas-là également aussi, on peut aussi calculer le PIB par cette méthode. Ou si on a des fiches de salaire, on connaît qui gagne quoi, quels sont les profits qui sont versés à quel type d'entreprise. Dans ce cas-là, on peut agréger tout ça pour calculer le PIB. Ben, en général, c'est comme ça que le PIB se calcule, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Le revenu d'une nation, ce qui a été produit par une nation au cours d'une période donnée, est calculé de cette manière-là. Okay? Donc, c'est très très simple. Donc, du coup, voilà, donc vous prenez le pain, après vous prenez notre bien, et puis vous agrégez tout ça. Et bien dans ce cas-là, vous obtenez ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Okay? Donc, le PIB en Guinée, ben, c'est comme ça qu'on le calcule en fait. Donc, les données que nous voyons auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, utilisent en général ces méthodes-là. Okay? Donc, tous les pays du monde entier utilisent ces trois méthodes-là pour calculer ce qui a été produit dans leur pays au cours d'un trimestre, au cours d'un semestre, au cours d'une année, etc. etc. Okay. Donc ça, c'était un petit exemple. Okay. Maintenant, remplacer le pain par les voitures, voilà, on a besoin de fer, on a besoin de caoutchouc, de plastique, on a besoin de plein d'autres choses. Et bien dans ce cas-là, voilà, vous avez du fer qui rentre dans la production de ceci, de cela. Vous avez un produit des voitures, ces voitures-là sont vendues au ménage pour la consommation finale, et puis après, vous calculez c'est quoi le bien final, c'est quoi le bien intermédiaire, et puis après, vous faites vos différences en termes de valeur ajoutée, et puis vous prenez la valeur de tous les biens finaux, et puis vous prenez les revenus en termes de salaire, et les revenus en termes de profit, et bien vous obtenez votre PIB. Donc du coup, une fois que vous entendez parler du mot PIB, produit intérieur brut, pensez à ces trois méthodes. Okay? C'est très très important. Okay? Donc ce n'est pas des nombres qui nous sortent du ciel comme ça, c'est des nombres qui sont calculés par l'une de ces trois méthodes-là, dépendamment du pays dans lequel on vit. Okay? Donc ça, c'était très très important, okay, de vous donner ce petit exemple. Okay? Maintenant, pour aller un peu plus loin, il y a une égalité comptable en économie qui est très très utile en fait, qui est une égalité macroéconomique en fait, qui est très très connue en général par les économistes, qui nous dit que voilà, donc ça c'est la méthode de calcul du PIB qu'on vient de faire, mais est-ce qu'il y a une égalité comptable, une identité comptable? Okay? Cette identité comptable, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit également que le PIB, c'est la somme de, disons, 5 choses, okay? 5 composantes. Okay? Okay? Ou vous voulez 4, mais après je vous dirai pourquoi on les réduit à 4. Okay? Donc la première composante, c'est la consommation. Okay? Donc la consommation, donc on entend souvent parler de la consommation, ce qu'on consomme, ce que la population consomme. Encore une fois, on parle de demande. Okay? Donc qui offre, c'est les compagnies, mais qui consomme, c'est nous, vous et moi. Donc on demande. Okay? Donc la consommation, c'est pourquoi quand le coronavirus a éclaté, souvent, on disait, ah oui, bah, c'était vraiment une crise sanitaire, mais qui s'est transformée après dans une crise économique. Mais assez souvent, on a dit, bah oui, ça va être une crise de demande. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les lockdowns, les confinements, les gens étaient confinés chez eux, donc les restaurants, la consommation a pâti un peu, même si après, bon, on pouvait commander en ligne, mais quand même la consommation a pâti. Donc les économistes parlaient souvent d'une crise de demande. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle aussi
les chaînes de valeur, c'est-à-dire les compagnies aussi ont commencé à avoir des soucis parce qu'en fait, les compagnies produisent des biens en utilisant deux types de biens, les biens intermédiaires. Donc, l'approvisionnement en chaîne de valeur a commencé à être impacté. Donc, il y a peut-être encore une crise d'offres parce que ça venait des producteurs. Okay? Donc, du coup, on avait peur qu'il y ait également une crise de demande, une crise sanitaire qui se transforme en une crise de demande parce que c'est la consommation qui allait en pâtir au niveau des ménages, mais par la suite, qu'il n'y ait pas assez parce que les producteurs, justement, ne pouvaient pas, justement, avoir accès aux ressources pour pouvoir produire leurs biens. Donc, il y avait une peur d'avoir une crise qui est assez globalisée. De sanitaire, on passe à crise de demande et puis ensuite, on passe à crise d'offres, etc., etc. Alors que la crise de 2008, qui est la crise financière, elle était un peu aussi mixte dans ce sens-là. Okay? Donc, c'est pourquoi je vous parlais lors de ma première vidéo de l'offre et de demande. Parce que assez souvent, les crises, on peut les identifier. Est-ce qu'elles sont des crises d'offre ou des crises de demande? C'est-à-dire, est-ce qu'elles viennent elles proviennent de la population parce qu'elle consomme moins, etc. La demande, elle est faible. Ou est-ce qu'elle provient de l'offre parce qu'on n'arrive pas à produire, parce que justement, on a des problèmes d'approvisionnement, etc., etc., ou on a du mal en tant que compagnie, etc. Donc, il y a des faillites, etc., etc. Ok. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. On aura l'occasion justement de détailler tout ça par la suite quand on va parler des crises, etc., etc. Ok. Donc, du coup, quand je reviens justement maintenant à mes composants du PIB. Donc, les composantes du PIB, justement, c'est la première composante qui est importante, c'est la consommation. Ok. Donc, on nous dit, l'identité comptable nous dit que le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut d'un pays, c'est la somme de la consommation, okay, des investissements, qui est très très important. C'est pourquoi souvent on dit, les investissements, il faut attirer des investisseurs, etc. Les investissements, c'est-à-dire investir dans les compagnies, investir dans la production, etc., etc. Okay? Plus ce qu'on appelle les dépenses gouvernementales, donc parce que le gouvernement aussi, on paye des fonctionnaires, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, etc., etc. On paye des tables, on achète, donc le gouvernement consomme. Okay? Ensuite, la quatrième composante, c'est les exportations, mais il faut déduire de ces quatre composantes les importations parce que la consommation, les investissements, les dépenses gouvernementales, tout ça, c'est du positif. Donc, on rajoute. Okay? Moins les importations. Pourquoi les importations? Parce qu'on achète de l'étranger. Donc, c'est l'argent qu'on fait sortir du pays. Okay? Assez souvent, et vous vous rendez compte justement, c'est pourquoi on nous dit souvent la balance commerciale, elle est déficitaire ou elle est excédentaire. Okay? Je donnerai un peu un exemple là-dessus. Donc, la différence entre ce qu'on exporte, ce qu'on vend aux étrangers et ce qu'on achète aux étrangers est appelée la balance commerciale. Okay. Et assez souvent, l'objectif des gouvernements, justement, c'est d'avoir une balance commerciale positive, qui veut dire qu'on a plus vendu aux étrangers qu'on en a acheté de l'étranger. Okay. Ça fait sens. Okay. Donc, c'est comme si on a un revenu qui est positif. Okay. Quand on exporte plus qu'on importe, on a un revenu positif. C'est-à-dire, on a plus vendu aux étrangers qu'on en a acheté. Okay. Donc, c'est une balance commerciale qui est positive. Dans ce cas-là, entre guillemets, on verra tout va très bien. Okay. Mais on verra pourquoi c'est important d'avoir une balance commerciale positive par la suite. Okay. Ça vient dans quelques minutes. Okay. Mais assez souvent aussi, on peut avoir une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire quand les exportations sont plus faibles que les importations, c'est-à-dire on vend moins qu'on en importe, c'est-à-dire on importe plus, on achète plus de l'étranger qu'on vend aux étrangers. Okay. Donc ça, ce qu'on appelle une balance commerciale déficitaire. Donc le PIB en quelque sorte, c'est sur ces quatre composantes-là qu'elle se base. C'est la consommation, c'est les investissements, ça c'est pour les compagnies en général, et les gouvernements aussi peuvent investir d'ailleurs dans la construction d'hôpitaux, dans la construction d'écoles, etc. Et vous avez les dépenses gouvernementales, vous avez la balance commerciale, qui est la différence entre les exportations et les importations. Okay? Donc ça, c'est une identité comptable qui est très très connue en économie, en fait, qui est souvent utilisée aussi.
Ok. Donc, quand on a une idée sur la consommation du pays, c'est-à-dire le montant total de la consommation, le montant total des investissements, excusez-moi, le montant total des dépenses gouvernementales et le montant total de la balance commerciale, on peut calculer notre PIB. Ok. Donc ça, c'est les composantes. Donc le PIB a ses 5 composantes, si vous voulez, ou ses 4 composantes. Ok. Les 5 composantes: consommation, investissement, dépenses gouvernementales, exportation moins importation. Ok. Ou exportation moins importation nous donne la balance commerciale. Ok. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, revenons à la Guinée, parce que c'est important encore. Ok. C'est important de voir quelles sont les composantes du PIB en Guinée, justement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on produit ou qu'est-ce que nous donne la valeur de notre PIB. Donc, on a bien sûr, on peut utiliser toutes ces approches-là, mais ici, c'est de voir quelle est la valeur de la consommation. En général, on n'a pas assez de données fiables dans notre pays. Même si on a des données fiables, la consommation reste quand même quelque chose de pas assez fort. Donc, la consommation, elle n'est pas assez forte. Okay. Les investissements, assez souvent, ce n'est pas des investissements nationaux, ou même si c'est des investissements étrangers, mais on va le voir plus tard, c'est des investissements qui sont très ciblés. C'est des investissements qui se font assez souvent dans tout ce qui est mine, c'est-à-dire la bauxite. Okay. Ce n'est pas des investissements dans les télécommunications, ce n'est pas des investissements dans les informations de technologie, communication, ce n'est pas des investissements dans d'autres secteurs. La plupart des investissements que nous attirons dans notre pays, c'est dans les mines, c'est dans les ressources naturelles. Okay. Donc, ça, comme on va le voir par la suite, ce n'est pas quelque chose de viable dans le long terme. Okay. Et la dépense ou les dépenses gouvernementales, et dans ce cas-là, c'est énorme, les dépenses gouvernementales. Et vous le savez, l'ancien régime, avant qu'il ne soit de Chi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les salaires de la présidence, etc. Ça, c'est des dépenses gouvernementales en quelque sorte. Mais qui paye ça? On le verra, c'est le citoyen, c'est vous et moi, en fait, qui travaillons, qui payons des taxes, etc. etc. Okay. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est le cas particulier de la Guinée. Mais quelle est la composante la plus importante dans notre PIB chez nous? C'est les exportations. Mais les exportations de quoi? Les exportations de bauxite. Okay. Donc, notre économie est entièrement basée sur les exportations, mais des exportations de matières premières, qui est notamment la bauxite. Okay. Donc, du coup, notre PIB, il est très volatile. Voilà. Donc, si le marché, le cours de la bauxite chute demain dans le cours mondial, on va avoir un PIB qui devient de plus en plus faible parce que justement, notre PIB dépend énormément de ça. Ce n'est pas de la consommation intérieure. Okay? Et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de pays. Dans les pays, entre guillemets, développés, l'objectif, justement, c'est toujours de pousser vers la consommation parce que c'est la consommation qui tire la croissance. Okay. Donc, la consommation, c'est la base. En fait, la Chine, il y a des années, justement, maintenant, elle essaie de faire le rattrapage. La Chine, justement, aussi a basé son PIB ou sa croissance sur les exportations. Donc, rappelez-vous, la Chine, c'est l'usine du monde, etc., etc. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte, voilà, donc si le reste du monde n'achète pas les produits chinois, qu'est-ce qui va se passer pour le PIB? Le PIB va chuter. Donc, il y a eu des politiques justement qui ont été faites pour justement encourager la population ou à redynamiser la consommation locale ou nationale, soit en augmentant les salaires ou en employant plus de monde, etc. etc. Okay? Alors que chez nous, en fait, c'est le cas contraire qu'on est en train de faire. Toute notre croissance économique est basée sur les exportations de matières premières. Okay. Donc, ce n'est pas basé sur la consommation intérieure. On n'essaye pas de fournir du travail à la population. On n'essaye pas d'augmenter le revenu de la population afin que cette population-là puisse consommer. On n'essaye pas d'investir dans d'autres secteurs ou d'attirer des investisseurs qui peuvent investir dans des secteurs qui peuvent être porteurs de la croissance économique. La majorité des investissements qui sont faits dans notre pays sont faits dans les mines, donc dans la bauxite. Okay? Et ça, c'est assez corrélé par rapport justement aux exportations en bauxite. Parce que moi, en tant qu'investisseur, si je viens en Guinée ou si je suis en Guinée, j'investis dans la bauxite. Si le cours le prix de la bauxite dans le marché mondial est élevé,
Dans ce cas, oui, je veux venir investir parce que je me dis, ah oui, ça va augmenter. Mais dès que ce cours-là commence à baisser en tant qu'investisseur, j'arrête d'investir. Ok. Donc, on voit effectivement que les composantes de notre PIB, justement, ne sont pas assez suffisantes pour justement tirer cette croissance. Et assez souvent, on nous dit souvent que cette croissance n'est pas inclusive. Donc, vous avez des rapports du FMI, de la Banque mondiale, qui nous dit, voilà, on a eu des taux de croissance de 5%, de 6%, de 7%, mais justement, cette croissance-là ne bénéficie pas à tout le monde parce que c'est une croissance qui est basée sur un secteur très, très spécifique. Donc, c'est les personnes, justement, qui ont accès à ce secteur-là, qui ont les ressources, qui reçoivent cette manne financière. Alors que ce qu'on aurait dû faire, c'est, oui, c'est un bon début d'attirer ou d'avoir de la bauxite, mais il serait plus intéressant justement de créer de la valeur ajoutée avec cette bauxite-là, justement de créer de l'emploi justement pour diversifier cette composante du PIB afin qu'on augmente aussi la composante de la consommation, afin qu'on investisse pas seulement dans les mines, afin qu'on investisse dans d'autres secteurs, donc on diversifie l'investissement et justement aussi que le gouvernement aussi arrive à dépenser l'argent justement dans l'éducation, dans la santé, dans l'humain. Voilà, donc qui peut aussi tirer la croissance vers le haut. Parce que si nous avons des personnes qui sont en bonne santé, qui sont bien éduquées, etc., et ben c'est des futurs salariés qui vont produire en termes de production, donc ils sont bien éduqués. Donc quand ils sont employés, ils seront employés, ils pourront avoir des salaires assez importants parce qu'ils peuvent produire un peu plus et donc ils peuvent consommer plus. Donc du coup, ça revient à dire que voilà, donc il faudrait justement que nous travaillions un peu plus sur la diversification des composants du PIB. Okay. Mais encore une fois là, n'oubliez pas aussi les importations. Mais les importations, c'est moins. Donc c'est quelque chose qui est négatif parce que c'est l'argent du pays qu'on essaye d'utiliser pour acheter des biens qui sont produits à l'étranger. Okay. Donc, mais si on peut produire des biens que nous importons, pourquoi ne pas les produire localement? Okay. Donc, on peut produire ces biens-là localement, et quand ces biens-là sont produits localement, ils peuvent créer de la valeur. Et une fois que ces biens-là créent de la valeur, emploient des millions ou des milliers de personnes, eh ben, on est directement en train d'augmenter la consommation, la part de la consommation dans le PIB, eh ben, on est en train aussi d'augmenter le PIB directement. Okay? Donc, c'est important. Donc, on réduit en même temps nos importations, on crée de la valeur dans le pays, donc on augmente le niveau de vie des salaires et ça va aussi avoir un effet positif sur la consommation, les investissements, parce que justement, quand aussi les gens ont des salaires un peu élevés, assez aisés, ils ont des idées d'investir aussi. Ils peuvent créer leur propre business, leur propre entreprise, etc., etc. Donc tout ça là va avoir des effets positifs. Alors que nous faisons exactement le cas opposé. Donc nous nous focalisons que sur les mines, sur la bauxite, et qui est quelque chose de très bien, mais qui est très volatile. Okay. Tous les investissements, tout l'argent de notre pays, justement, la majorité provient de ce secteur-là. Alors qu'on aurait dû ou on doit forcément diversifier. Donc vous avez beaucoup de pays à travers le monde qui avaient des ressources naturelles, qui ont réussi à diversifier justement leur source de revenus, c'est-à-dire leur PIB, afin de sortir la population de la pauvreté, etc. etc. Okay? Donc ça, c'était à peu près les composants du PIB. Justement, si nous faisons une comparaison, nous, je vous ai dit tout à l'heure, dans notre cas, nous, les exportations et la composante, ou les exportations notamment de bauxite, sont la composante la plus importante de notre croissance ou de notre PIB. Okay? Donc, ce n'est pas soutenable dans le long terme. Si vous comparez maintenant ça à des pays, entre guillemets, américains, européens et quelques pays d'autres, en Amérique du Nord, etc., et vous regardez, c'est le cas opposé en fait. Bien sûr que c'est des pays aussi qui exportent, entre guillemets, qui exportent, mais pas seulement des ressources en fait. Ils exportent des produits avec une forte valeur ajoutée. Mais le plus important dans la consommation de ces pays-là, notamment aux États-Unis, la composante la plus importante, c'est la consommation. Ça a été estimé il y a quelques années maintenant, plus de 60% du PIB américain, ou même qui est aussi très similaire pour beaucoup de pays européens, provient de la consommation. Okay? Donc, 60% du PIB, justement,
provient de la consommation. Donc, le 40% provient après des investissements, des dépenses du gouvernement et des exportations. Donc, c'est pour vous dire comment c'est important de créer une société inclusive où les gens ont accès à l'emploi, les gens ont un avenir en termes d'éducation, en termes de santé, etc., parce que ça va effectivement augmenter la part de la consommation ou à peu près essayer d'équilibrer, pas seulement avoir plus de 70% dans les exportations, 80%, et les 20% dans les autres. Donc, c'est le cas de notre pays, en fait. Et surtout, la bauxite, encore une fois, c'est quelque chose de très volatile parce que les cours dépendent du marché mondial, mais sans compter ça aussi l'opacité dans le domaine. Donc, c'est un domaine qui est très, très opaque, qui est très, très contrôlé par quelques forces. Donc, du coup, la croissance, elle n'est pas inclusive. Donc, c'est une petite minorité de personnes qui tirent profit alors que la majorité n'en bénéficie pas. Donc, ce n'est pas seulement la Guinée, c'est le cas de beaucoup de pays africains qui ont des ressources naturelles. On se pose des questions, etc. Comment ça se fait que le pays est riche en termes de ressources, mais la population n'en bénéficie pas? C'est justement parce que on refuse, parce que c'est un refus. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas compris. Donc, c'est un refus de la part de ces dirigeants-là, justement, d'avoir des politiques, justement, qui sont assez inclusives, justement, qui vont permettre d'augmenter la part de la consommation en créant plus d'emplois, en créant des emplois qui vont rémunérer correctement les gens, en faisant des investissements qui sont des investissements d'avenir, etc. Et justement, en peut-être réduisant aussi les importations, parce que justement, en réduisant les importations, on est obligé indirectement de créer localement, etc. Et donc, tous ces phénomènes peuvent contribuer à augmenter le PIB. Okay. Donc ça, pour terminer, justement, je veux juste parler de deux, trois choses. Je crois que la vidéo, elle commence à être un peu longue. Donc, et pourtant, c'est un sujet que je trouve très, très intéressant. On aurait terminé à peu près sur le PIB. Donc, après, la prochaine fois, on fera une autre vidéo sur tout ce qui est chômage, etc. Ah, pardon, monnaie, prix et puis crise financière, pardon. Et puis après, on fera un peu le chômage. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Maintenant, on va supposer maintenant pourquoi je vous disais tout à l'heure les investissements sont importants ou même en quelque sorte la consommation elle est importante pour un pays, etc. C'est pourquoi c'est important. Parce que rappelez-vous, on avait parlé de vivre en autarcie, donc dans une économie fermée. Okay? Quand on vit dans une économie qui est dite fermée, c'est-à-dire c'est une économie dans laquelle nous n'avons pas d'échange avec le reste du monde, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui finance les investissements? Okay? La seule chose dans ce cas-là qui finance les investissements, c'est l'épargne de la population. Okay? Donc, on peut utiliser cette identité comptable dont je vous ai parlé. Le PIB, c'est la consommation, plus les investissements, plus les dépenses gouvernementales, plus les exportations, moins les importations. On peut faire quelques simples mathématiques là pour arriver à l'égalité en économie fermée. Quand on n'a pas de commerce avec le reste du monde, on vit en autarcie. Dans ce cas-là, la seule façon de financer ces investissements, c'est quand nous épargnons. Okay? Mais rappelez-vous, nous avons deux types d'épargne. Nous avons ce qu'on appelle l'épargne privée et l'épargne publique. Okay? C'est quoi l'épargne privée? C'est l'épargne des habitants, de la population. Okay? Mais en tant que population, mon épargne, c'est quoi? C'est mon revenu, mais je suis obligé de consommer, moins ma consommation, moins les taxes que je paye si je dois payer des taxes au gouvernement. Ça, la différence, l'argent qui va rester, imaginez je gagne 1000 francs, je consomme 500 francs, il va me rester 500 francs, mais je dois payer au gouvernement 100 francs. Donc, il va me rester 400 francs. Donc, mon épargne, c'est 400 francs. Donc, c'est l'argent que je mets de côté. Okay? Ça, c'est une épargne privée parce que c'est personnel à moi. Donc, si nous faisons la même chose pour toute la population, nous calculons la somme de l'argent qui est resté pour toute la population, nous parlons d'épargne privée. Okay. Le gouvernement aussi épargne assez souvent. Donc, on parle d'excédent budgétaire ou de déficit budgétaire. Okay. Il y avait excédent commercial et déficit commercial. Et là, il y a pareil, il y a excédent budgétaire et déficit budgétaire. Donc,
Le gouvernement, qu'est-ce qu'il reçoit comme revenu? C'est les taxes. Le gouvernement n'a pas d'argent, en fait. Tous les gouvernements n'ont pas d'argent, je vous le dis tout de suite. Les gouvernements, l'argent qu'ils reçoivent, c'est les taxes que la population paye. Donc, c'est ça, l'argent du gouvernement. Donc, le revenu du gouvernement, c'est les taxes, moins les consommations. Le gouvernement consomme aussi. Donc, je vous dis, il paye ses fonctionnaires, il paye des fournitures scolaires, les bancs, etc., etc. Donc, si vous prenez la différence entre les taxes que le gouvernement reçoit, moins ses dépenses, dans ce cas-là, l'argent qui reste, qui peut être positif ou négatif, est appelé l'épargne publique. Parce que ça, c'est pour le gouvernement, mais c'est quelque chose de public. Ça appartient à tout le monde. Okay? Ça, c'est important. Okay? Donc, du coup, l'épargne, cette épargne-là, cette épargne publique et cette épargne privée-là, on est obligé de la mobiliser quand on vit seul, quand on n'échange pas avec le reste du monde. Okay? C'est très, très important. Donc, pour investir dans une économie qui est dite fermée, parce que vous ne pouvez pas attirer des étrangers à venir chez vous. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, la seule façon d'investir, il faut encourager la population à épargner. Okay? Donc, ça, ce qu'on appelle une identité. Donc, c'est égal dans une économie fermée. Donc, on peut dire la même chose aussi quand maintenant on ouvre l'économie. Dans ce cas maintenant, avec le reste du monde, on peut voir c'est quoi. C'est quoi l'investissement par rapport à la différence entre l'épargne et l'investissement peut être égal à quoi. Justement, quand on échange avec le reste du monde, cela veut dire qu'on exporte et on importe. On exporte, on les vend des produits, on importe, on leur achète des produits. Donc la différence, ce qu'on appelle l'excédent ou le déficit commercial, la balance commerciale. Donc les exportations moins les importations sont appelées la balance commerciale. Donc quand on vit dans une économie qui est ouverte, c'est très très important d'avoir une balance commerciale qui est positive. Parce que quand on a une balance commerciale qui est positive, cela veut dire qu'on a plus d'épargne pour l'investissement. Donc c'est pourquoi les gouvernements, assez souvent, ils vous publient des données là-dessus. Ils vous disent, ah oui, mais c'est pas normal, notre balance commerciale se dégrade, qui veut dire qu'on importe plus qu'on exporte, c'est-à-dire qu'on fait sortir l'argent plus qu'on attire l'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, dans ce cas-là, il faut changer les choses, etc. Et les gouvernements essayent assez souvent de faire des choses, justement pour inverser la tendance. Donc, en économie ouverte, la différence entre l'épargne et l'investissement est équivalente à la balance commerciale, c'est-à-dire à la différence entre les exportations et les importations. Donc, encore une fois, dans notre cas, nous, en Guinée, justement, donc c'est pourquoi c'est important de se focaliser sur les exportations et les importations. Parce que nous exportons énormément de bauxite, mais nous importons aussi énormément de produits qui ne sont pas produits localement. Donc, c'est pourquoi on a intérêt à diversifier notre économie afin que l'économie ou le PIB soit assez inclusif et surtout que ça bénéficie à la population, qu'on ne la base pas seulement sur les exportations de bauxite, etc., ou d'or ou d'autres minéraux, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est pour la vidéo, donc je vais essayer de m'arrêter là. Je voulais pas qu'elle soit un peu longue, mais bon, comme on ne s'est pas vu depuis quelques jours, donc j'ai décidé quand même d'aller un peu plus loin et puis en espérant que vous trouverez la vidéo assez intéressante. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et les prochaines vidéos, nous parlerons de monnaie. Et c'est un sujet qui est très, très intéressant. Et comme vous le verrez, on verra que justement, la monnaie, elle est centrale par rapport à ce que nous venons de dire. Parce que c'est l'unique unité d'échange que nous avons. On produit, mais ce qu'on produit, on le vend. On le vend en quoi? On le vend en monnaie. Donc, on verra quelle est la connexion entre ce que nous produisons et justement l'argent qui circule dans l'économie. Donc, on pourra faire un lien pour avoir une idée globalisée de ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà, donc je vais essayer de m'arrêter là. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.